Ok, ça marche, nickel. Ok, voilà, bonjour, rebonjour tout le monde. Et puis merci de tout ça accepter. Ouais, Gilles voulait en fait que je lui présente LESS. Je connais plusieurs frameworks. En fait, je suis quelqu'un qui est assez pragmatique, qui vient dans les organisations et qui propose pas qu'une solution. Souvent, on vient me chercher pour une solution parce que je l'ai mis en place dans une organisation. Et puis on dit, ah bah chouette, on va le prendre chez nous et puis on fait ça. Et puis à la fin, souvent, en fait, ils partent, je repars, mais en fait, avec un autre framework, avec une autre pratique, une autre façon de penser, de mettre en place les choses. C'est vrai que beaucoup d'entreprises, ils viennent me chercher parce que j'étais coach agile. J'ai aidé en fait la mobilière à Nyon de mettre en place SAFE. Puis vu que c'est le gros mot ces temps-ci, ben, on vient me chercher et puis je viens et puis souvent en fait c'est pas safe mais c'est autre chose qui se met en place dans l'organisation. Ça c'est pour la petite histoire. Alors aujourd'hui en fait je vais vous présenter LESS. Alors LESS déjà de base. Alors oui on parle de framework mais ça fait pas longtemps en fait que c'est un framework. Et ça, je vous expliquerai bien après tout ça. Après, j'ai une grosse pression. J'ai Greg qui est là. Je crois qu'il est encore connecté parce que je l'ai vu sortir, rentrer plusieurs fois. Je crois qu'il a des problèmes de connexion. Grosse pression parce qu'il connaît quand même beaucoup mieux que moi LESS. La petite histoire, LESS, je l'ai découvert, ou en fait, j'ai eu plus de détails autour d'un café chez Audi qui est la boîte à Singapour où je crois que de Bass, qui est l'un des créateurs de l'ES. Je connais en fait un certain nombre de personnes autour de Audi, qui est la boîte où ils sont. Et du coup, j'étais là-bas, j'étais à Singapour et puis on a échangé. Il m'a présenté le framework et tout ça. Je crois que c'était en 2013 ou 2014, quelque chose comme ça. Et puis, ça m'avait tout de suite bien intéressé. Ça m'intéressait bien parce que proche de Scrum aussi, proche au principe de l'agilité et tout ça, et beaucoup de mes valeurs qui m'intéressent là-dessus. Alors, j'ai jamais eu le temps en fait de passer une certif là-dessus parce que je voulais toujours la passer avec Bass et malheureusement en fait on n'a jamais été au même côté de la planète quand il donnait en fait des formations sur l'ES. Voilà. Mais maintenant voilà, ben, par exemple là je sais qu'il va aller donner une formation à Amsterdam bientôt. Amsterdam, autrement, il y a une formation qui va se faire sur Genève avec Greg. Ça, j'en parlerai juste après, à la fin de la formation, si jamais ça peut intéresser. Alors, bon, bah, ça, vous le savez déjà, vous me connaissez déjà. J'ai déjà parlé un peu de moi, donc je ne vais pas ajouter plus que ça. J'ai un lien sur LinkedIn. Si vous voulez me contacter, bah, vous pouvez me suivre là-dessus. Je suis très actif sur LinkedIn, beaucoup moins sur mon blog. Donc ça, c'est un endroit pour pouvoir me suivre ou bien me contacter si jamais vous avez envie de me rencontrer, d'échanger, de boire un café. C'est possible aussi. Dernier truc que je n'avais pas dit, mais je crois que vous l'avez compris, je suis un enterprise, un entrepreneur killer. Je crée des startups assez souvent. Sur ces 10 dernières années, je suis déjà à ma troisième startup qui existe tous. Tous sont en train d'exister. Et puis, une quatrième qui va bientôt arriver. Alors, déjà, une première vérité, parce qu'on parle de framework à l'échelle et ce genre de choses. Déjà, il y a une première, mais vraiment très triste vérité, c'est que déjà travailler avec une seule équipe, la mise en place d'une seule équipe est déjà complexe et très dur à mettre en place. Et les entreprises ont envie de se lancer directement sur la mise à l'échelle. Et boum, on va se faire de la mise à l'échelle. Et moi, quand j'arrive chez eux, je leur dis, ouais, mais attendez, avant même de faire ça, qu'est-ce qu'il faudrait pour lancer une seule équipe Scrum stable, c'est-à-dire qu'elle reste là et puis les choses arrivent vers cette équipe et pas qu'on la crée, on la enlève, on la recrée, on la désenlève, on la recrée, on la désenlève, en continu à chaque fois qu'il y a un nouveau projet. Mais qu'on dit, voilà, maintenant les projets, ils vont venir vers cette équipe. Qu'est-ce qu'il faudrait ça? Et beaucoup en fait toutes ces grosses organisations, déjà rien que la pensée de savoir qu'une équipe va rester stable et qu'elle ne va pas se redéfaire continuellement
c'est déjà très compliqué pour eux. Alors, je leur dis, voilà, première chose, il faut qu'on arrive à ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? Souvent, je fais des facilitations d'événements sur une journée, sur une demi-journée avec le management. Et ça, on continue. Le temps que, en fait, tous ces managers ont enlevé, en fait, toutes leurs peurs, tous leurs impediments, tous leurs problèmes qui les empêcheraient d'avoir une équipe. Et puis, de commencer à penser produit, arrêter de penser projet. Et ça peut prendre un certain temps. Là, la dernière mission que j'ai faite, ça a pris quand même 7 mois pour que le management sorte en fait de toute cette historique de gestion de projet, de réflexion tout au mode projet, d'externe, d'interne, qu'il ne faut pas la même chose, etc. Vraiment beaucoup de complexité et beaucoup de peur. Ça a pris du temps. Et puis là, ça fait, dans cette équipe-là que je suis, alors ça a pris 7 mois plus ou moins pour, et puis encore, il y avait du niveau de gris les 3-4 prochains mois. Là, ça fait deux cadences, donc ça fait 6 mois. Ça fait 3-4 mois en fait réellement où on a vraiment un groupe de produits avec des équipes qui travaillent de façon stable, qui ne sont pas remis en cause à chaque fois qu'il y a un nouveau projet. Et c'est déjà une belle chose. Puis là, on va continuer. Donc là, l'entreprise où je suis, c'est dans l'horlogerie. Malheureusement, je ne peux pas la nommer. Mais là, je vais commencer en fait avec un nouveau service et je vais recommencer tout ce travail petit à petit. Mais voilà, c'est complexe. Il faut vraiment commencer avec une première équipe et c'est déjà ça, c'est déjà dur. Donc, l'organisation, déjà, elle est trop grande. Elle est forcément déjà trop grande. Donc, on amène beaucoup d'historique, beaucoup de complexité à l'intérieur. Voilà. Et qu'est-ce qui arrive? Beaucoup d'entreprises, ils se disent, ouais, j'ai vu Safe mis en place dans telle entreprise, on va la mettre aussi chez nous et dada, on va avoir de l'agilité. Que ça soit Safe, que ça soit Scrum Scale, soit un Nexus. Donc, pour les petits, pour ceux qui ne savent pas, etc., LESS, c'est Craig Norman et Bass. Safe, je ne sais plus son nom. Scrum at Scale, c'est Jeff Sutherland. Nexus, c'est Ken Schwaber. Donc, ils ont chacun leur framework. Et puis, il y a d'autres frameworks, comme Scott, je dis son nom de famille, qui est venu avec Discipline Agile, qui est le framework qui a été racheté par PMI. Puis après, il y en a encore d'autres. Il y a d'autres frameworks qui existent. Il y a Spotify, qui n'est pas un framework, accessoirement. Et en plus de ça, Spotify ne fait plus le modèle Spotify depuis un moment. Aussi accessoirement. Mais voilà, mais ces frameworks-là, si l'objectif de la transformation, c'est de mettre en place un framework, c'est déjà une faute. C'est déjà faux. En premier, on va mettre, en fait, on va déscaliser, enlever cette échelle, la simplifier l'organisation avant même de commencer à penser quel framework on pourrait mettre en place. Déjà, simplifier l'organisation, parce que souvent l'organisation, elle est déjà trop lourde et tout ça pour que vraiment on arrive à mettre quelque chose en place. Et ceux qui pensent qu'en fait, s'ils ont l'organisation, ils mettent safe, ça fait boum, ça marche, ils sont complètement faux, ça ne marche pas. J'ai des échanges avec les coachs, avec d'autres coachs safe qui rigolent quand en fait ils voient une organisation qui dit ouais, on va mettre safe à by the book dans l'organisation, et eux aussi savent très bien que ça ne va pas marcher. Donc, ce n'est pas la petite baguette magique qui va vous amener l'agilité dans l'organisation. Ça, c'est une première chose. Alors, première question, LESS, c'est quoi? LESS, c'est de se dire, en fait, on va prendre l'organisation, on va prendre cette complexité qui est énorme, qui est inutile de cette organisation, et puis on va essayer de la simplifier pour qu'en fait, les gens, au lieu de faire de l'agilité, elles vont être agiles au lieu de faire de l'agilité. Ça, c'est le premier truc. Donc, c'est tout ça. Bon, tous les coachs là, qui sont ici le savent très bien, Scrum Master aussi, savent très bien que être agile, ça peut prendre beaucoup de temps dans une équipe. Donc, déjà de base, pourquoi on commence avec une seule équipe? Ouais, ça, je viens déjà de le dire. Donc, réduire la complexité et simplicité à l'agilité. Alors, déjà, LESS, qu'est-ce que c'est surtout? LESS, ça amène en fait dans les organisations plutôt ce qu'on appelle en fait un learning network, une organisation portée sur la connaissance. On veut en fait que les organisations apprennent petit à petit. Il y a des choses qui se mettent en place
on résout des problèmes, et puis on apprend de ces problèmes, et puis on met petit à petit les choses sans essayer de mettre tout ensemble, tout en place du premier coup. C'est vraiment step by step, vraiment doucement. Et puis si ça prend du temps, ça prendra du temps. Chaque organisation est différente de l'une de l'autre, et chacune apprendra à la vitesse qui est disponible chez eux. Plus il y a des barrages, plus il y a des impediments, et plus ce sera long. Et c'est normal. Donc vraiment, on apprend les contextes et tout ça. C'est ça qui m'a surtout intéressé beaucoup en fait avec Alès, parce qu'en fait, au tout début, je ne sais plus quelle année en fait, il y a eu le framework LESS qui est sorti, mais avant ça, ça n'existait pas. Craig Norman et Baz Wood, ils ont sorti ces 2 livres, Scaling Lean Agile Development et puis Practice of Scaling Lean et Agile Development, l'un après l'autre, qui sont en fait, c'est des livres vraiment très intéressants, qui sont en fait une base d'expérience, des expériences qu'ils ont cataloguées, des expériences qu'ils ont eues dans différentes organisations, et ils ont catalogué en fait toutes ces expériences, comment ça s'est passé, cette mise à l'échelle d'organisation, quels sont les outils, les choses qu'ils ont mis en place. Et donc, c'est vraiment une base d'expérience. Ça, c'est la première chose qui est importante en fait dans l'Est. Et puis, quelques années après, ils se sont mis à venir en fait avec un framework pour l'Est, pour faire comme tout le monde. Et ce framework est décrit sur 3 pages. C'est tout petit, c'est très simple. Ça n'explique pas, ça ne demande pas de grosses choses. Si on connaît Scrum, on connaît facilement et on comprend facilement le framework LESS. C'est simple. Je vous expliquerai plus tard, un peu plus loin, en fait, les différentes choses qu'il y a à l'intérieur de comprendre, mais vous verrez, c'est très simple comme framework. C'est vraiment tout ce qui est autour qui est le plus intéressant. Alors, là, comme Scrum, voilà ce qu'on voit. En tout cas, quand on va sur le site, on voit qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a au centre? Eh ben, on a ce framework, ce framework LESS, il ressemble à Scrum, c'est Scrum. Il y a les sprint planning, il y a Sprint Backlog, il y a des Scrum Masters, des Product Owners, il y a un sprint, il y a un sprint review, une rétrospective. Voilà, c'est toutes des choses qui existent dans Scrum, mais simplement on dit, voilà, un Product Owner représente son produit et puis il a jusqu'à 9 équipes. Chacun de ces équipes ont un, voire un demi-Scrum Master. On peut très bien avoir un Scrum Master pour 2 équipes, mais ils n'ont pas de différents product owners. Donc là, jusqu'à là, on respecte le Scrum Guide qui dit qu'un product owner par produit, pas plusieurs product owners par produit. Donc ce product owner est là jusqu'avec plusieurs équipes. C'est tout. Et puis la personne qui va représenter le product owner dans chacune des équipes, eh ben, ça va être quelqu'un de l'équipe de développement. Ça peut être un business analyst, ça peut être un développeur, ça peut être n'importe qui. C'est l'équipe qui va décider qui c'est qui va être son représentant auprès du product owner. Ce product owner, il ne peut pas être partout, surtout s'il se retrouve avec 9 équipes. Alors, quand on commence, on commence simple. Un product owner, un Scrum Master, une équipe. On a une équipe Scrum, simple. Et quand on met à l'échelle, simplement, on ajoute juste une équipe en plus. Le product owner, il reste toujours là. Et continuellement comme ça. Alors, les événements qu'il y a dedans, en fait, sont différents. Il y a différents événements, mais ça se passe vraiment de façon normale. Le sprint planning, en fait, il est en 2 étapes. La première étape, c'est de se présenter. Le product owner présente qu'est-ce qu'il souhaite que les équipes vont faire. Soit il y a toutes les équipes qui sont là, soit il y a seulement les représentants qui sont là, et ils se mettent d'accord qui c'est qui va faire quelle feature, quel grand user story, quel élément du backlog, élément du backlog qu'on va faire chacun, on regarde les dépendances pour éviter trop de dépendances. Puis après, on passe à la 2e étape, et là, c'est chaque équipe fait son sprint planning séparément des autres équipes. Puis à la fin, on va présenter au product owner quels sont les objectifs de sprint de chaque équipe qui s'aligne en fait aux objectifs ou en tout cas à la vision du product owner qu'il avait au départ et il va pouvoir parler dessus. Voilà. Donc ça se fait très simple. Le sprint review, c'est la même chose. Sprint review, on fait un sprint review commun, tous ensemble, on fait ça, tout ça, parce qu'on aura intégré les éléments. Sprint review. Rétrospective, ça se fait
chaque équipe séparément, et par contre, on a une overall rétrospective qui est en fait de faire une rétrospective pour faire un point. Là, de nouveau, c'est un représentant de chaque équipe qui revient, et puis on va discuter de peut-être des choses à améliorer dans l'ensemble et pas uniquement dans une équipe séparée. Voilà. Puis après, on passe quoi? On passe à un prochain sprint. Et puis on continue comme ça. Donc, voilà, laisse en quelques mots, c'est expliqué. Il y a plein de principes, il y a plein de choses, il y a plein d'outils à l'intérieur. Comme tout framework, on dit, mais surtout, ne mettez pas tout en place. Mettez en place seulement les choses qui ont l'air et qui ont un intérêt pour vous. Donc vraiment, step by step. Vraiment les choses petit à petit, adopter les choses vraiment step by step. Donc les 10 principes qu'on a dans l'S, voilà un certain nombre. Transparence, vous le connaissez. Weightless, focus sur le produit, customer centric, il paraît que c'est utile quand on fait du produit. L'amélioration continue, lean thinking, une pensée lean, qui est intéressant. La pensée systémique, ça c'est vraiment très important. Beaucoup de peine à faire passer dans certaines organisations, mais une fois qu'ils ont commencé à comprendre le system thinking, ça aide beaucoup. Un Pyramid process control, et puis théorie. Voilà un peu les 10 principes qu'on a. Donc, on avait les expériences, on avait les 10 principes, on avait ces petites règles dessus. Il y a le guide, les guides qui vous expliquent comment, en fait, faites vos organisations, comment dans l'Est et tout ça. Ça, c'est un livre qui l'explique, Large Scale Scrum, qui va vous expliquer, en fait, le guide de comment on va mettre en place LES, comment un LES a été mis en place dans différentes organisations. Voilà, tout simplement. Et puis, ça donne ça. Ça donne, en fait, ce cercle qu'on a. On a des expériences, on a des guides qui vont nous dire, qu'en fait, comment vivre et tout ça. On a ce framework et puis les principes. Et puis, voilà, ça, c'est LES dans son entièreté. Pas vraiment beaucoup plus. Alors, en fait, il y a quelques années, je ne sais plus exactement, ça sera Greg qui pourra vous dire après s'il est toujours là. LES est venu en fait avec LES Huge parce que on a mis LES, ok d'accord, mais quand on dépasse 9 équipes, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, si je me rappelle bien, il y avait le product owner et puis il y avait des champion product owners qui représentaient le product owner pour des groupes jusqu'à 9 chaque fois. Maintenant, c'est des... j'ai oublié son nom. Oui, Area Product Owner. Voilà, c'est des Area Product Owners qui vont représenter en fait le PO pour des équipes, pour une équipe qui est de 1 à 8, 1 à 8 équipes. Et comme ça permet en fait de pouvoir suivre quelque chose, un gros produit. Parce qu'un gros produit, dès qu'il y a plus que 8 équipes, ça devient très compliqué pour un seul PO. Et donc, on va régler en différentes zones. Si par exemple, j'aime beaucoup prendre par exemple Excel. Excel, c'est un gros produit. Puis on pourrait très bien avoir un groupe d'équipes qui travaille sur la table de pivot, un groupe d'équipes qui va travailler sur les macros, etc., etc. Et ça fait des séparations et tout ça, mais à la fin, ça fait quand même un produit complet, solution complète. Et le product owner, en fait, lui, il a sa vision en fait sur le produit complet. Et les area PO, eux, ils vont avoir en fait sur une zone précise et ils vont faire vivre cette zone, lui amener de la valeur et tout ça. Si je prends Spotify, par exemple, Spotify, même chose, le produit, c'est Spotify, donc ça serait le product owner. Les area PO, c'est par exemple la barre de côté pour faire afficher en fait comment s'appelle, des conseils, des recommandations de nouvelles chansons, la partie un PO qui s'occupe de faire passer des chansons, etc. Ça peut être différentes zones qui, eux, chacun vont faire vivre cette zone-là selon la vision du product owner, mais ils sont maîtres en fait de leur zone. Ce n'est pas des proxy PO qui vont juste appliquer des choses qu'un product owner champion ou autre aurait mis en place ou vous devrez avoir, par exemple, comme
on trouve souvent en fait dans SAFe où on a le product manager qui dit voilà dans quelle direction je veux aller, et les product owners, ils sont juste là des exécutants à regarder qu'en fait les équipes vont appliquer vont mettre en place certaines features, mais ils n'ont aucune rencontre en fait avec les clients. C'est vraiment, pour moi, je considère ça plus des PO proxy qu'autre chose en SAFe, par exemple. Voilà. Donc voilà, ça permet, voilà. Donc il y a ce framework aussi qui est pour plus d'équipes, pour plus que 2 à 8 équipes. Voilà. Voilà. Bah, plus en grand, c'est la même chose. Je vous ai mis tout ça. Je vous laisserai les présentations et tout ça qui se font après coup. Voilà, c'était assez court et je crois que j'ai battu tous mes records de vitesse. Ouais, c'est ça. Donc voilà les questions. Ou bien Greg, tu veux rajouter quelque chose? Avec le bruit où je suis, c'est un peu difficile, mais ajouter, oui, brièvement, les 2 frameworks étaient tous les 2 là depuis le début. Dans les premiers 2 livres, c'était Framework 1 et Framework 2. Et donc, ils ont créé des expressions un peu plus ludiques avec Let's et That's Huge. Normalement, on essaie d'éviter d'aller à That's Huge aussi loin que possible, parce que cette complexité d'avoir 2 rôles au moins d'un rôle, ça complique les choses un peu. Sinon, je pense que tu as communiqué bien un overview. Peut-être une subtilité, c'est que dans le Sprint Planning 2, ton équipe développe son plan de comment il veut réaliser les items qu'ils ont pris dans la partie 1. C'est pas pour la validation de PO. Il y a une attitude parmi Craig et Bass et aussi des formateurs coachless que les équipes sont très indépendantes et plus puissantes qu'avec une petite implémentation Scrum. Plus indépendant de PO. Donc, le PO a délégué plus aux équipes. Et comme tu as dit, l'équipe absorbe un peu du rôle de PO pour la clarification, compréhension métier et MOA normalement. Mais la priorisation laisse toujours la seule et unique responsabilité de PO. Et cette avance dans le métier de l'équipe est quelque chose partagé complètement dans l'équipe. Donc, l'équipe n'a pas formellement un représentant comme un mini PO. Cette rôle peut arriver, mais ce n'est pas l'intention. L'intention de Framework, c'est que l'équipe entre autres, comme une organisation soudée, a un voix et une capacité de communiquer directement avec les clients. Et on veut des PO qui fait confiance dans les équipes et qui n'est pas hyper contrôleur. Et Nexus et LESS sont super similaires. J'ai vu un commentaire. Mais j'ai fait un meet-up avec Richard Handhauser, qui est le co-créateur du Nexus avec Ken Schrader. Et on a trouvé qu'on était presque des jumeaux. Et les différences entre Nexus et LESS, c'est plutôt que LESS a plus que Nexus et le périmètre est plus petit. Nexus il n'y a pas de conflit, sauf que le NIT, le Network Integration Team, qui est proposé par Nexus, mais même cette équipe est composée des membres des autres équipes. Donc, ce n'est pas vraiment un hand-off additionnel. Mais donc, j'arrête parce que c'est ta présentation. Tu as fait une super overview pour moi. Et avec plaisir, une autre fois, je peux répondre aux d'autres questions, mais je ne veux pas monopoliser le temps. Ça marche. Merci, Greg. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'ES ou à autre? Merci, Greg, et merci, Alexandre. Alors, on a 5 questions pour l'instant, effectivement. Et la première qui avait été posée, c'est
Celui-là. C'est Sinan qui avait posé une question par rapport à… Vas-y, Sinan. Alors, ma question, ce n'est pas par rapport à l'Est, c'était par rapport à une remarque que tu as dit au début. Donc, je laisse la priorité aux autres questions en l'Est. Et puis, s'il y a le temps à la fin de prendre ma question, on prend. Sinon, ce n'est pas grave. Merci. Ok, ben à ce moment-là, il y a Fardine qui a 2 questions en fait. Oui, merci Alexandre pour la présentation. Ma première question, c'était, alors je la reprends, je vais la lire. Oui, donc moi, je laisse, je ne connais pas dans le détail, enfin, je n'ai jamais vu. Safe, de ce que j'ai vu de Safe, en fait, c'est les fameux PI planning dont a parlé Paul, je crois. J'aimerais bien ce retour d'expérience, ça peut être intéressant. Les PI planning, les dépendances entre les projets, les équipes, pardon, qui rendent le framework lourd et complexe. Et du coup, je me demandais, est-ce que dans l'ES, qui a l'air plus léger, a priori, en termes de framework, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour justement éviter ou gérer ces dépendances entre les équipes? Et a priori, il n'y a pas de concept la fameuse flèche coordination entre les équipes, là, ça se fait comment en fait? Il y a des choses particulières, tu sais? Ouais. Bah, en fait, c'est un peu comme ce que tu retrouves en fait sur Nexus ou bien sur Scrum at Scale. Alors, la coordination inter-équipe, bah, tu fais des Scrum of Scrum, hein, des petits événements comme ça. Ça permet en fait à avoir en fait plusieurs équipes qui se coordonnent. Ça, c'est une première chose. Et puis après, le fameux truc qui se fait dans le PI planning, qui est en fait de planifier, de se mettre d'accord sur les dépendances, comment on va gérer nos dépendances. En fait, ça se fait au moment du sprint planning 1. La première partie du sprint planning, on a toutes ces features, voilà, c'est des features des grandes user stories. Et puis, on regarde en fait comment elles sont entrecoupées, s'il y a des dépendances. Et puis, une fois qu'on s'est mis d'accord, hop, on part en fait dans chaque équipe et puis on va planifier notre sprint en connaissance de cause. Voilà. Donc, au lieu de le faire une fois tous les 3 mois, ça se fait toutes les 2 semaines. OK. Voilà. OK. Et puis, l'autre question que j'avais, c'était la question de l'architecture. En fait, quand on a un produit, donc tu disais un produit, un product owner, et puis là, il peut y avoir entre 2 et 10 équipes. La question que j'ai, c'est un produit, donc des dépendances entre les différentes équipes. Encore une fois, c'est comment est-ce que le rôle d'architecte en fait ou de l'architecture en fait, c'est diffus dans les équipes, ou est-ce que c'est une équipe à part entière, ou est-ce qu'il y a un rôle particulier qui porte l'architecture en fait? Alors, je te remercie de cette question. C'est la grande question que j'ai souvent. Ça dépend quelle architecture. D'accord. Alors moi, toi, par exemple, je suis toujours avocat de dire qu'il faudrait quand même avoir quelqu'un qui va s'occuper en fait de l'écosystème de l'entreprise, qui va veiller qu'on ne va pas répéter 50 fois le même morceau, la même composante, ce genre de choses. Alors là, tu as 2 choix c'est les 2 choix que moi je propose souvent. C'est soit il y a une équipe d'architectes, entreprises ou solutions qui va veiller à faire ça et puis veiller que c'est respecté dans l'organisation. Ou bien de l'autre côté, tu peux aussi te dire, non, en fait, c'est les représentants de chaque équipe qui se retrouvent une fois toutes les 2 semaines, une fois par sprint ou moins ou plus, et puis qu'ils échangent et puis qu'ils veillent qu'en fait on respecte en fait toute cette architecture. Voilà. Et ça, c'est pour l'architecture au niveau solution ou entreprise. Après, si c'est de l'architecture software, ça, c'est dilué dans les équipes. OK. En fait, l'architecte agile, il devrait amener en fait seulement l'intention. Il ne devrait pas aller plus loin. Voilà. Ça marche. Merci. De rien. Merci Fardine. Une question de Nidal. Oui, mais il vient juste de répondre à mes questions parce que c'était lié aux dépendances. Donc, j'ai eu ma réponse. Par Alexandre, d'accord, ok. Oui. Ça Et marche, du merci. coup, Merci beaucoup. Il y a Paul qui avait encore une question, ou en fait plutôt une observation. Oui, bonsoir à tous. Oui, effectivement, alors voilà, de ce que j'ai compris, effectivement, ce pattern semble tout à fait adapté et fonctionne avec un certain nombre d'équipes. Et ce que je pressens, ce que je ressens, c'est que
voilà, une fois qu'on atteint voilà, une taille critique, peut-être 5, 6, 7, au-delà de 5, 6, 7 équipes à coordonner. Bon, les dépendances pendant un Scrum of Scrum, ça va marcher. Sur un sprint, ça va marcher. Sur deux sprints, pourquoi pas. Donc, j'ai cette petite voilà, inquiétude où je me dis que la gestion des dépendances, vraiment passer à un niveau d'échelle supérieur, voilà, j'ai quelques doutes comme ça de ce que j'entends. Et le deuxième point, ce qui qui m'interpelle, c'est l'aspect pilotage à plus long terme. Parce que là, on voit qu'on fait de la planif sprint par sprint. Donc, souvent, les grandes organisations ont tendance à avoir des allocations budgétaires annuelles, voire pluriannuelles. On sait qu'elles sont beaucoup moins agiles sur ces pratiques-là. Et pour le coup, faire des roadmaps voilà, volontaristes avec une vision un petit peu précise des coûts du delivery que au sprint, et voilà, m'interpelle, quoi. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ça? Alors, bon, alors, je dirais déjà de base, c'est un peu hors du sujet en question. Mais par exemple, là, l'organisation que je suis en train de suivre, j'ai mis en place en fait un less hybride, on va dire, un less hybride. Mais, et en fait, ils ont une roadmap qui a été budgétisée pour toute l'année, et on a mis en place en fait des outils qui leur permettent en fait alors qu'ils sont en train d'expérimenter, ils sont en train de voir, etc., comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut améliorer, tout ça, mais par expérimentation et par itération, par rapport au budget, de comment déterminer combien on dépense, qu'est-ce qu'on dépense et tout ça, sans que les équipes soient trop impactées, se retrouvent à faire de l'administration. Donc ça, c'est déjà les premières choses. Après, en fait, il faut voir le product owner. Le product owner, il n'a pas une vision juste sur le sprint. Il a une vision déjà plus longue. Si on prend le guide Scrum, c'est déjà quand même, on demande quand même avoir une vision du produit sur trois sprints. Mais après, on peut avoir une vision, des visions moins détaillées, mais par exemple une roadmap sur 6 mois, 9 mois. Des objectifs qu'on aimerait voir, qui vont s'aligner sur la stratégie de l'entreprise et tout ça. Donc, ce n'est pas que le product owner qui a une vision uniquement limitée à quelques sprints. Ouais, Il a bien un sûr. Oui, truc, oui, il a un ça, plan. Voilà. ouais, parfaitement. Je suis complètement aligné avec ce que tu Et dis puis là. après, la coordination inter-équipe, là aujourd'hui, le service que je suis, ils sont 4 plus des équipes qui sont encore en mode projet, mais qui viennent à ces réunions de coordination. Et puis ça fait, ils ont déjà fait 3 mois. Là, ils sont en train de partir sur une deuxième, sur quatrième mois qui fait comme ça. Et ça va bien et ça va de mieux en mieux. Mais, Et ça marche bien. j'ai une question qui me vient. Est-ce qu'on peut se donner alors pas un nombre précis, mais je veux dire, à partir de quand on peut estimer qu'un PO, voilà, on ne peut pas connaître tout l'univers d'un très gros produit parce que les gros produits sont parfois, voilà, ont des complexités naturelles, hein, et donc être PO sur un univers, c'est peut-être un peu présomptueux. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire que effectivement un seul PO pour un univers ou voilà, un gros produit, c'est suffisant, et à partir de quand justement ce pattern atteint ses limites? D'avoir un seul PO représentant. On va dire, on va regarder en fait, par exemple, alors, un PO pour un seul produit, mais qui contient seulement 2 équipes, ça va encore. Bien sûr. D'accord. Mais si tu as un PO qui se retrouve avec 15 équipes, là, ce n'est pas possible. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ça, c'est déjà l'équipe. Après, c'est subdiviser les produits en des produits qui ont un intérêt, qui restent ensemble. Moi, j'ai toujours à mes clients, c'est essayer de trouver des produits qui ont le minimum de dépendance avec les autres. S'il y a trop de dépendance, peut-être que c'est un seul produit. Voilà. Très clair. Merci. De rien. En effet, merci Paul. Et
Alexandre. Je reviens vers Sinan, du coup, qui a du coup 2 questions maintenant. Oui, bah, à force donc d'écouter des questions, bah, il y a des questions qui viennent. Donc, je commence avec la question la plus proche de l'Est. J'ai déjà lu le guide de l'Est. Je l'ai étudié comme un candidat pour un produit dont j'intégrais. Je voulais comprendre comment est-ce que l'Est aide à clarifier ou mettre en place quelque chose pour avoir une visibilité mid-term, pas seulement un sprint, mais 2, 3, voire 4 mois. C'est peut-être l'équivalent de PI planning léger à la SAFe. Est-ce que l'S aide là-dedans ou c'est comme Scrum où le focus c'est vraiment prochain sprint et tout ce qui vient après, bah, c'est de nice to have. Même Scrum, c'est pas parce que le guide Scrum, il ne parle pas de choses. Déjà, le dernier Scrum, il te dit que le product owner, il a une vision, il a une vision de son produit au moins sur 3 sprints pour ajouter en fait de l'information. Avant Scrum, comment faisait le product owner ou la personne qui faisait le product owner? Il avait une roadmap. Est-ce que la roadmap te sert toujours quand tu fais du Scrum? Ouais, ok, bah regarde-le. C'est pas que quand tu mets du Scrum ou tu mets du Less ou autre, tu fais table rase et tu recommences à zéro. Non, il y a des pratiques qui sont bien, qui marchent dans l'organisation. Ben, on va les garder. Puis on va expérimenter. Puis peut-être qu'on va trouver qu'il y a quelque chose de mieux qui peut se passer. Et c'est ça d'être en fait dans du continuous learning. C'est vraiment d'apprendre, pas tout casser. Là, ça, c'est la faute à faire, c'est de prendre, tout mettre à la poubelle et puis on met ça. Non. En tout cas, il n'est pas contre mettre d'autres choses pour avoir une meilleure visibilité ou une visibilité plus loin. Par contre, il y a rien d'explicite dans l'ES qui aide à renforcer le besoin d'avoir cette visibilité. Le focus est vraiment... Si je peux répondre à cette question, l'ES ne prescrit pas beaucoup de choses. Il est très flexible comme framework. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire un roadmap. Personnellement, je coach des roadmaps presque 100% des fois. Je fais un roadmap pour une période qui a du sens pour le contexte. Chez BM, avec les voitures, il y a un cycle de vie qui est 7 ans. Donc, ils font une long-term roadmap d'assurer leur mise en production. Et chez d'autres e-commerce, des sites e-commerce, 2 semaines, c'est largement assez, des fois. Donc, mais je suis complètement d'accord avec Alexandre. Je pense que c'est très sage. Il a dit qu'il ne faut pas chercher pour une solution miraculeuse. Il faut garder de bon sens. Et si des choses marchent bien, continuez-les. Et s'ils ne marchent pas, remplacer. Ce que je préfère personnellement en Est versus Safe en tant que coach et formateur, c'est qu'il y a beaucoup moins de prescrit, c'est plus léger et tu peux ajouter des choses si tu as besoin. Et si tu n'as pas besoin, tu n'es pas obligé de faire autant. Donc pour moi, Safe, on peut réussir, mais la simplification du net, un peu aussi comme Alexandre a commenté, est très important. L'idée d'arriver dans une organisation qui cherche une solution miraculeuse, des fois, ils ont déjà autant de complexité qu'ils ne peuvent pas réussir. Ils doivent simplifier. Et donc, j'apprécie beaucoup de présentations. En tout cas, je vous quitte et à la prochaine fois. Et merci pour l'organisation aux organisateurs. Merci Greg, à bientôt. Merci pour les inputs. Oui. Voilà. Il y a Laurent qui a une question. Ah, ou encore Sinan d'ailleurs, pardon. C'était pas terminé peut-être d'ailleurs. Et en plus, la seconde question, pardon. Sinan encore. Excuse-moi. Merci. Donc la deuxième question, c'était plus philosophique parce qu'il en faut dans l'agilité. Au début, tu as donné une remarque très intéressante qui est il y a un problème qu'on n'arrive pas à garder une équipe fixe quand il y a des nouveaux projets, etc. Puis
On est forcé souvent à casser les équipes, restructurer les équipes. Je ne comprends pas la valeur ajoutée d'avoir une équipe fixe. À ton avis, c'est un problème de ne pas pouvoir avoir une équipe fixe? Alors si tu comprends en fait la pensée systémique, tu as la réponse en fait dans la pensée systémique. Une équipe qui est stable, elle va pouvoir performer. Une équipe qui travaille sur des projets, qui va travailler sur plusieurs projets, des individus travaillent 10% sur un projet, 20% sur un autre projet, etc. Tu ne pourras jamais avoir de la performance dans ton équipe parce qu'elle va sous-performer en continu, parce qu'elle va continuellement réapprendre à travailler. Donc, tu ne vas pas pouvoir viser de la performance. Donc, c'est des coûts supplémentaires. Donc, une équipe stable, de facto, est beaucoup moins chère qu'une équipe qui est continuellement en train de bouger. Donc, si tu arrives à amener ça et à faire comprendre en fait ça au management, quand ils ont la lumière, eh ben, après, ça devient tout le monde naturel. Et puis, non, on a maintenant d'avoir des équipes qui sont stables, qui apprennent, qui progressent, qui savent travailler ensemble et qui vont pouvoir performer de façon naturellement sans douleur. Donc, avec des durées de journée normales, pas en augmentant les nombres de journées. Ce n'est pas parce qu'on est agile qu'on fait plus d'heures. Donc, ça, c'est déjà en fait ta première réponse, elle est là déjà. C'est en fait la pensée systémique. Une équipe, en fait, donc quand on a pensée systémique, on dit voilà, une équipe, c'est un système complexe adaptatif qui va s'adapter continuellement. Chaque fois qu'il y a une interaction, elle s'adapte. Donc, si tu ajoutes et tu enlèves des gens à l'intérieur, il faut que ce système se réadapte avec les nouvelles personnes ou les personnes qui ont été enlevées. Ça devient complet. Donc, le système, il apprend. Si tu ajoutes des développeurs dans ton équipe, ces développeurs, ils vont devoir apprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes dans ton équipe qui vont devoir prendre du temps à former les nouveaux au lieu de créer de la valeur. Là, tu perds du temps, tu ralentis. La vélocité de ton équipe, elle diminue déjà de base. C'est pour ça que quand moi, je vais voir le top management et puis qu'il me dit « Ouais, on n'est pas assez rapide, il faut rajouter, on va rajouter une équipe pour livrer plus rapidement ce projet. » Je fais « Ouais, mais c'est pour du court, du long terme. Si c'est du long terme, pourquoi pas? Si c'est du court terme, on est perdant, on sera encore moins rapide. » Voilà. Donc, avoir des équipes stables, ça permet en fait de pouvoir aller vraiment au fond des choses avec cette équipe et puis avoir des équipes qui performent au lieu d'avoir des équipes qui sous-performent. Une équipe qui continuellement avoir des individus que j'appelle ça une équipe d'intermittents, elle sous-performe. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Merci Alexandre. De rien. Merci. Et d'ailleurs, il y a Florence et Laurent qui tous les deux mentionnent à propos des équipes performantes et stables le modèle de Tuckman. Oui, tout à fait. Passage. Tout à fait. Et du coup, Laurent, effectivement, à toi pour la prochaine question. Oui, alors, merci Alexandre pour ta présentation. Moi, je suis boulanger-pâtissier, donc je ne suis pas, un féru d'agilité. Mais non, mais je me pose une question par rapport à tous ces frameworks-là que je ne connais pas très bien, je dois dire. C'est pour ça que j'aime bien ces présentations. Souvent, on en vient à parler des dépendances, la gestion des dépendances. Moi, j'ai le sentiment que ça nous offre, elle tente juste de nous offrir un moyen de gérer des dépendances un peu différemment. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas passer cet effort à tenter de supprimer ou réduire fortement les dépendances dans les équipes? Parce que quand je vois au début, on annonce less comme quelque chose qui vise la simplification, puis derrière, je vois paradoxalement less huge qui apparaît, ça me questionne quand même. Et je pense que ça vaut pour les PI planning de safe, etc. Et moi, j'ai le sentiment que travailler sur, justement, avoir moins de dépendance, de clarifier les interactions entre les équipes, peut-être de modifier l'organisation, justement, d'avoir des équipes, reconfigurer un petit peu les équipes. Et puis, j'oublie pas aussi un truc qui s'appelle la loi de Conway. Je pense que si tu es architecte, tu dois apprécier cette loi. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a un travail plutôt qui est à faire en ce sens, peut-être que plutôt de chercher à vouloir gérer peut-être l'ingérable. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, comme si tu te rappelles de ce que j'ai dit, la première chose qu'on essaie de faire, c'est simplifier l'organisation. C'est pour ça que j'étais un peu ça m'a un peu interpellé de Less Huge. Voilà. Donc, tu simplifies l'organisation en premier, tu vas dans les bases pour la mise en place des choses. Et après, tu commences à mettre à l'échelle, à ajouter une équipe, une deuxième équipe, une troisième équipe. Mais si tu commences tout de suite avec 10 équipes sans simplifier le système, c'est sûr que tu te retrouves en fait à chaque fois qu'il y a un sprint planning avec plein de dépendances, ça part dans tous les sens, c'est l'horreur, c'est juste un cauchemar. Alors après, la première chose que tu peux faire, les équipes, ils se plaignent, il y a trop de dépendances, ok. Dites-nous comment on devrait réorganiser les équipes. Il faut donner la main en fait aux équipes qui eux connaissent, qui comprennent en fait les problématiques et qui vont pouvoir dire ok peut-être que si on fait une équipe comme ça, on sera mieux. Ok, on fait puis on essaye. Ça c'est une première chose. Déjà le fait, par exemple, que je dis aux entreprises, quand vous imaginez des produits qui ont un minimum de dépendance l'un à l'autre pour déjà éviter en fait les dépendances interproduits. Déjà. Et puis après, dans le produit, il y a plusieurs équipes features. OK, peut-être. Eh bien, à ce moment-là, quand on fait justement dans l'ES, on fait dans la première partie, le sprint planning, la partie 1, c'est d'échanger, OK, voilà les features qu'on va voir. Et puis là, on va déjà regarder, OK, si moi je prends cette feature, soit toi tu prends, est-ce qu'on a des dépendances? Oui, OK, bon, si moi je la prends et puis je te donne l'autre, comment ça pourrait tourner? Et puis, on va essayer de distribuer les features entre les équipes de façon à ce qu'il y ait un minimum de dépendance l'un à l'autre. Après, tu ne peux pas enlever, des fois, tu as des dépendances parce qu'il y a peut-être des gens qui ont une certaine connaissance dans une équipe et dans d'autres équipes n'ont pas cette connaissance parce qu'on ne peut pas distribuer la connaissance partout. Mais là, c'est vraiment tendre en fait au plus simple. Et c'est surtout, on va utiliser de la communication. C'est communication entre les humains. C'est eux qui vont discuter, qui vont échanger et qui vont trouver en fait un moyen d'avoir un minimum de dépendance. Voilà. Ça te va comme réponse? Oui, écoute, c'est une réponse en tout cas. Une réponse, d'accord, ça marche. Moi, j'ai juste un autre petit point, mais hyper rapide. Ouais. Tu as dit à 2 reprises, là j'étais un petit peu étonné, on peut prendre quelque part, tu suggérais qu'on pouvait prendre, ne pas tout prendre en tout cas dans le framework. Et moi, j'ai le souvenir quand même qu'au niveau de Scrum notamment, il y a eu un peu cette tendance à un moment donné, et je crois que les auteurs sont revenus là-dessus en disant c'est quand même un tout cohérent. Et à un moment donné, si on ne prend pas certaines choses ou si on décide de faire différemment, quelque part, on va un peu affaiblir cette cohérence, cette consistance. Alors dans chacun de ces frameworks, de toute façon, il y a un corps. Il y a un élément de cœur que si tu ne prends pas, ça n'a pas beaucoup de sens. Si tu prends le less, le base, pas le huge, hein, et puis tu as tes événements, tu as le sprint planning, etc., c'est Scrum. D'accord? Ça, c'est la base et c'est le truc. Et c'est pour ça que moi, j'aime plus parler en fait des pratiques agiles. Scrum, Sprint Programming, tout ça sont des pratiques et que less, CF et autres sont des frameworks, c'est des boîtes à outils. Par exemple, CIF, c'est un boîte à outils, il y a plein de choses dedans. Tu prends seulement ce qui a besoin. Dans l'Est, tu as aussi beaucoup de choses. Tu gardes la partie core qui est en fait la partie Scrum. Là, on la voit, on l'identifie bien, on la voit là dans l'image de gauche. C'est Scrum, tu as Scrum, mais après, tu as plein d'autres trucs. Si je reviens plusieurs écrans, hop, dans l'autre sens. Ici, toi, tu as plein de choses qui sont autour. Ça ne veut pas dire que tu dois toutes les prendre. La continuous integration, si tu as un produit, c'est un produit métier, l'intégration continue, ça ne te sert à pas grand-chose. Après, tu peux aussi le transposer dans le business agility, mais ça, c'est une autre discussion. Mais voilà, il faut faire attention à toutes ces choses. Alors Nexus, c'est un peu moins, il est un peu moins, il est quand même beaucoup plus proche du Scrum et puis donc reste très simple. Mais laisse amène en fait plein de guides, d'expériences et tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre. Autrement, on vient à quelque chose de over complexe.
Safe, c'est la même chose. C'est un framework où il y a plein de choses dedans, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre. Et les entreprises qui se sont plantées royalement dans Safe, c'est ceux qui font du Safe by the book. Ils ont des bons commerciaux, Safe. Oui, ils ont surtout des bons commerciaux qui leur ont dit qu'il fallait tout mettre en place. Mais si on discute avec les coachs, les différents coachs seniors Safe, ils sont tous morts de rire. Quand un client leur dit qu'on a mis Safe en by the book, ça n'existe pas. OK, merci Alexandre. Voilà. Merci Laurent. Une question de Clayton, puis de Titoli. Bonsoir. C'était très, très intéressant, très riche. Je ne connaissais pas trop le framework LESS. Il y a une chose qui m'a interpellé là quand on parle des équipes stables. Avec mon expérience, c'est bien d'avoir une équipe stable, mais d'abord, l'équipe, elle doit être capable de réaliser le produit. Elle doit être compétente pour réaliser le produit. Donc, du coup, quand on change, quand on a une équipe stable et on change de produit qu'on va produire, la première chose qu'on regarde, c'est la compétence de l'équipe nécessaire pour produire ces produits. On va dire comme ça. Une autre chose au niveau de dépendance, je suis tout à fait d'accord avec Laurent. Moi, j'ai l'expérience avec Scrum of Scrum au niveau de 5-6 équipes. Déjà, j'ai eu. Une des premières choses que j'ai faisais avec ces équipes, avec les Scrum Masters que j'ai travaillé, c'était on ne travaille pas, on ne perd pas de temps en train de manager les dépendances, mais on va les éliminer au plus vite possible. Du coup, on travaillait. Il y a certains qui prenaient ça en disant « Ouais, non, on perd du temps, là, laissez les dépendances comme ça. » Non, on ne perd pas de temps, on gagne beaucoup de temps en éliminant les dépendances. On n'est pas là pour manager les dépendances, on est là pour les éliminer. Je laisse ça très, très clair avec mes équipes au départ. J'ai une question, j'étais en train de regarder là, Alexandre, le dernier State of Agile Report qui montre que au niveau des frameworks à l'échelle, le LESS, il est à 3%, et le Scrum of Scrum, il est à 9%, et le SAFe, c'est à 37%. À ton avis, quel avenir pour LESS? Alors, si tu parles de ça, alors en fait, Scrum of Scrum, en fait, beaucoup qui disent Scrum of Scrum, ils font du Scrum at Scale. Parce qu'en fait, Scrum at Scale, c'est Scrum of Scrum aussi. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus. Mais Gilles m'a dit non, tu présentes LESS avant de présenter Scrum of Scrum ou Scrum at Scale. Mais ça, ce sera une autre fois, je te présenterai. Après SAFe, c'est le truc qui plaît à beaucoup d'organisations parce qu'ils voient la complexité de l'organisation, ils la voient dans SAFe. Donc, ils se disent, je peux prendre, je fais comme ça, nickel, ça marche. Après, tu as aussi énormément d'entreprises qui mettent en place SAFe parce qu'ils aiment beaucoup le PI planning. C'est plus le management qui aime le PI planning que les équipes, je te dirais. Et puis moi, quand je vais dans une organisation, je leur dis, ouais, ok, d'accord, vous voulez mettre c'est le PI planning qui vous plaît en fait dans SAFe. Ok, on peut faire aussi un PI planning sans faire du SAFe. Rien n'empêche l'un de l'autre. Donc, par exemple, ça permet de faire des organisations qui vont être hybrides et qui ne vont pas respecter le framework de A à Z, mais qui vont amener aussi des choses d'autres frameworks. Pourquoi pas? Ça marche très bien. Moi, j'ai fait dans deux organisations où j'ai mis quelque chose très proche à du LESS, mais en ajoutant un élément qui s'appelle le cadence planning, qui est en réalité un PI planning. Voilà, ça les aidait et tout ça. Aujourd'hui, je vois dans certaines de ces organisations que j'ai mis en place, petit à petit, en fait, les équipes ont de moins en moins besoin en fait de ce cadence planning parce qu'ils règlent en fait tous leurs problèmes de dépendance bien avant. Et quand on arrive au cadence planning, c'est juste quasiment pour se dire bonjour. Et ça reste sur une demi-journée. Pourtant, ils ont des périodes de 3 mois parce que les équipes ont appris à parler, à communiquer, à échanger, puis à éliminer toutes ces dépendances entre eux, sans avoir besoin en fait d'un cadence planning pour le faire. Voilà. Donc oui, je te rejoins totalement là. C'est éliminer, essayons d'éliminer le plus rapidement possible toutes les dépendances. C'est pour ça que je dis déjà, dans les entreprises, vous faites des produits qui sont le plus indépendants
de l'un de l'autre. Comme ça, déjà, on enlève des dépendances interproduits, première chose. Et puis après, par exemple, au Sprint Planning 1, on va discuter, puis on va échanger pour essayer d'éliminer toutes les dépendances entre les features pour que toutes ces dépendances, elles se retrouvent sur la même équipe et puis pas échanger sur 2 équipes. Donc, normal. Et ça s'appelle la communication. Au niveau de l'avenir pour l'ES, quelle est ton expectative là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire? Quel est l'avenir proche pour l'ES? Il va s'expandir dans des entreprises? Il y a pas mal d'organisations. Tu sais, si tu enlèves en fait le gros pourcentage qui est sur SAFe, le truc c'est que beaucoup d'organisations ils disent qu'ils font du SAFe, mais en réalité ils font déjà une version hybride du SAFe. C'est pas du vrai SAFe. Il y a beaucoup d'organisations. Et j'en connais un paquet d'organisations qui font du SAFe hybride et qui font du SAFeless, du SAFe quelque chose, etc. Donc moi je pense plutôt on tend à avoir des organisations qui font du pur SAFe, pur less, pur Nexus, pur Scrum at Scale. J'y crois de moins en moins parce que je vois de plus en plus d'organisations qui vont faire plutôt une version hybride, qui vont prendre ça, etc., qui vont amener des choses parce que ça a du sens. Puis maintenant, ça n'a plus de sens, on enlève, etc. Donc, toi, par exemple, SAFe te dit, tu as un product owner par équipe. Tu ne peux pas avoir un product owner pour plusieurs équipes. Pourtant, moi, je vois les organisateurs, ils ont un product owner, mais plusieurs équipes. Ils sont plutôt en train de tendre sur du less que sur du SAFe. Donc, voilà. Donc, je pense plutôt qu'on va partir plutôt sur ça. Tu auras de plus en plus d'hybrides. Et puis, c'est être agile, justement, c'est d'aller prendre des choses qui ont un sens dans ton organisation et puis pas prendre tout. Donc, voilà. D'accord. Merci, Alexander. Merci. Merci Clayton, et peut-être les 2 dernières interventions puisqu'on se rapproche de l'heure, à savoir Titoni et puis Marou qui avait aussi fait l'autre observation après Titoni. Oui, merci de prendre ma question. Merci pour la présentation. Et du coup, ma question, elle va un peu dans la continuité de ce qui a été dit à Laurent et à Clayton juste avant. Moi, j'ai beaucoup étudié Scrum, mais je ne connais pas beaucoup l'agilité à l'échelle. Et là, j'ai un peu l'impression que l'ES, c'est le premier échelon, celui qui va le mieux s'adapter quand on commence. Est-ce que c'est le cas? Comment on choisit par rapport à Nexus ou Scrum at Scale ou quels sont les avantages et les inconvénients de l'ES? Parce que j'ai l'impression que là, c'est un petit peu la solution à l'agilité à l'échelle, mais est-ce que c'est vraiment ça? Alors, si tu compares en fait less, Scrum at Scale et puis Nexus, tous ont la même racine, ça s'appelle Scrum, et tous fonctionnent plus ou moins de la même façon. Après, pourquoi je passerais sur du less, je prendrais less au lieu de Scrum at Scale? Je te dirais, j'en sais rien du tout. Alors, Scrum at Scale, lui, il a un Scrum Master par équipe, aussi comme dans SAFe, ou un représentant qui représente le Product Owner, et puis tout se tourne autour du Scrum of Scrum. Donc, sur plusieurs étages, etc. J'ai vu, il y a par exemple SAB, ils ont mis en place ce Scrum at Scale, et puis je crois que c'est 125 équipes. Qui font des Scrum of Scrum, et en 1h30, toute l'organisation est synchronisée. Et ça marche de tonnerre. Par exemple, là, ça marche bien. Là, ça permet d'aller vraiment très, très loin. Et comme Greg, il a sorti, même s'il laisse un less huge, on évite de venir avec le less huge parce que ça amène quand même des grosses complexités dans le système. Et on voit en fait, au bout d'un moment, ça c'est limite. De faire du less huge. Donc, je penserais, par exemple, là, on peut arriver à des limites à 3 fois 8 équipes, ça fait 24 équipes, ça commence à faire quand même du monde, et peut-être que là, on atteint une limite. Que Scrum at Scale, elle, a montré qu'en fait, on pouvait très bien avoir beaucoup plus d'équipes, parce que là, 125 équipes, et puis ça
ça se synchronise, 1h30 de synchronisation chaque jour. C'est top, c'est vraiment top d'arriver à ça et ça va vraiment bien. En tout cas, sous les retours que j'ai eus de mes collègues. Donc, peut-être que Scrum at Scale est plus pour beaucoup plus de monde, pour mettre à l'échelle beaucoup plus qu'un LESS. Nexus, c'est limité. Nexus, c'est simple, c'est limité à 8 équipes, 8 ou 9 équipes, si je me rappelle. Je ne suis pas très un spécialiste de Nexus. Je crois que c'est 8 ou 9 équipes. C'est limité. Nexus, en fait, se rapporterait en fait au LESS normal. Voilà. Après, si on prend Nexus, on prend LESS. Il faut voir, Nexus, en fait, on va se retrouver avec une équipe, il y a l'équipe Nexus qui est composée en fait du Product Owner et d'un ou des Scrum Masters qui se retrouvent ensemble et puis qui vont gérer en fait toutes ces problématiques de coordination, de distribution des features dans les différentes équipes. Mais à la fin, on retrouve un petit peu LESS en fait dans Nexus. Donc, c'est un peu très proche en fait des deux. Donc, tu prends LESS, tu prends Nexus. Je pense que c'est surtout des goûts et des couleurs. Tu arrives dans une entreprise, il y a quelqu'un qui a suivi une formation de Nexus. OK, ben, pourquoi pas, on va mettre Nexus. Ou quelqu'un a suivi une formation de LESS et puis va mettre LESS. Voilà. Je pense que c'est surtout quand on commence à aller très loin, beaucoup, c'est là qu'il y a la réflexion. Dans Scrum at Scale, on a en fait deux équipes Scrum. On a l'Executive Action Team et l'Executive Strategic Team qui se trouvent en fait tout en haut de la pyramide, qui sont une équipe Scrum, mais l'un qui a la responsabilité sur la compréhension du besoin et donner en fait la roadmap, les visions, la stratégie de l'entreprise. C'est des décideurs, mais qui travaillent comme une équipe Scrum. Et puis l'Executive Action Team, c'est plutôt en fait le flux du Scrum Master qui est vraiment en fait sur les décisions, sur comment on va organiser l'organisation, s'il y a des changements organisationnels qui vont se mettre. C'est vraiment surtout la gouvernance qui se fait là. Et puis il y a ces deux entités qui sont là, qui communiquent entre eux, mais qui sont les deux entités les plus hautes en fait de cette pyramide de Scrum of Scrum. D'accord. Voilà. Merci. Ça donne beaucoup de contexte. Je vois un peu plus clair. Voilà. Merci beaucoup. Excellent. Merci Titoni pour la question et Alexandre pour les développements. Et peut-être une dernière intervention de Marou qui avait fait Non, j'ai pas de questions. D'accord. En tout cas, tu avais illustré avec quelques commentaires intéressants ce qu'Alexandre disait. Très bien. Merci. Alexandre, un dernier mot pour clore cette présentation. Alors, ouais, j'ai quand même un dernier mot. Attends, voilà. Alors, assez rapidement, je vais quand même le dire. Donc, il y a Greg, justement, qui va faire une formation les 17-19 mai à Genève, si jamais ça vous intéresse. Si vous utilisez le code Agile Suisse, vous avez 150 francs de rabais. Voilà, ça peut vous intéresser. Je poserai, ou Gilles, tu poseras où ça doit être en fait dans le slide, si ça intéresse du monde. D'accord. Ça, c'est la première chose. Pour une fois qu'il y a une formation LESS qui se fait sur la Suisse romande, on va dire qu'on va en profiter parce que je crois que c'est la première fois que je le vois apparaître. Ah, parfait. Il y a Maru qui veut dire quelque chose. Non, je termine, Alexandre. Je vais me rappeler que je voudrais bien partager un truc à la fin. Ok, d'accord, à la fin, ça marche. Et puis autrement, bah, ça c'est pour les copains qui sont en Belgique. Et en fait, il y a un événement, qui est l'événement studio, la journée agile, et puis elle est en ligne. Et donc, les tickets d'entrée sont déjà à disposition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas en fait comment ça se passe, en fait, il y a deux groupes de participants. Il y a ceux qui participent et qui vont discuter, échanger et tout ça, et eux, ils doivent payer un billet d'entrée. Et puis, il y a ceux qui regardent, qui, eux, par contre, en fait, vont avoir simplement un lien sur YouTube pour pouvoir voir en fait les échanges, écouter les échanges qui vont se faire pendant cette journée agile en ligne. Voilà.
pour qui s'intéresse, là aussi, mais je crois qu'il y a déjà eu une pub qui est passée sur le Slack d'Agile Suisse, si je me trompe bien, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça, Gilles? Alors, je dois dire, celle-là, je ne suis pas sûr de l'avoir vue, mais peut-être. C'est Alexandre qui m'en a parlé. Ah, c'est possible, oui, Alexandre Roquier, alors, oui, tout à fait possible, effectivement. Voilà. Ouais. Et puis, autrement, si vous avez besoin des questions, alors soit vous me chopez sur LinkedIn, soit vous me contactez. Alors, téléphone, pas trop, parce que si je suis en session de coaching, j'ai une fâcheuse manie de stopper le téléphone. Donc, le plus simple, c'est de me contacter soit par email, soit par LinkedIn. Voilà. Merci. D'accord. Merci infiniment, Alexandre, pour cette super présentation et toutes ces précisions et réponses à ces questions-là. Peut-être effectivement, Marousse, tu voulais intervenir, encore dire une toute dernière chose. Par rapport à ce que Alexandre a fait passer par la présentation et les questions, il y a un truc que je voulais partager à la fin, c'est que LESS, c'est pas prescriptif dans le sens où c'est une collection de tactiques qui viennent de case studies sur un long terme. C'est vrai que c'est un peu influencé par l'IT, un peu comme David Anderson de la Campbell University, mais ce sont des tactiques, c'est une sorte de collection de playbook. C'est des moves, en gros, les moves stratégiques. Et en fait, on ne peut pas éviter de faire le travail en tant que stratège, je veux dire architecte de l'agilité, soit dans une équipe seule ou à l'échelle, plusieurs équipes, de faire le travail, d'expérimenter avec ces tactiques et de trouver le bon chemin. Donc, en gros, ce n'est pas du tout la même stratégie que dans les frameworks comme Safe, où c'est très prescriptif, où on suit le chemin donné. Il y a un prophète et puis on le suit. LESS, ça ne va pas trop éviter de devoir faire le boulot. Par contre, la North Star de LESS, c'est la diminution extrême de la complexité. Ils ont un terme qu'ils utilisent tout le temps en LESS, c'est descaling agile. En gros, c'est tout ce qui n'est pas nécessaire, toute la complexité qui n'est pas essentielle à l'organisation ou au travail, la mission qu'on s'est donnée comme ensemble d'équipes. Donc, un produit, par exemple, ça peut être un produit, ce n'est pas forcément un produit. Et même si dans l'agile, on est très product-centric. Donc, Kanban, par exemple, il y a d'autres paradigmes. Le but, c'est de se focaliser juste sur les complexités qui est inhérente à la mission, donc au produit, par exemple. Voilà ce que je voulais dire. Enfin, j'espère que ça s'aligne très bien avec ce que Alexandre a dit. Voilà. Tout à fait. Comme tu disais, justement, voilà, il y a beaucoup, en fait, c'est tous ces bouquins avec toutes ces références qui sont très intéressantes. Et c'est surtout ça, c'est LESS. Vous m'avez cassé avec le mot CF. Voilà, c'est 37% des projets à l'échelle, malheureusement. Mais, je pense que c'est, comme je disais, ce n'est pas forcément le cas réel. D'accord. Très bien. Merci Marc pour ces dernières précisions et ces derniers commentaires, Alexandre. Merci infiniment. Merci à tous. Une très bonne soirée à nos collègues qui sont situés à Lausanne et qui vont se rencontrer pour cette guerre agile. Vous nous en parlerez la prochaine fois. Faites des photos et n'hésitez pas à les partager. Et puis pour les nouveaux, bienvenue à vous. Et si vous êtes intéressé à devenir membre et à approfondir tout ça au sein du Slack de l'association et de nos différentes initiatives, vous pouvez aller voir pour avoir plus d'informations pour devenir membre directement sur le site agilesuisse.ch. Voilà.